Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Le 11 octobre est la journée mondiale de la fille. Violée, agressée, privée d'éducation ou encore prostituée, le statut des filles est encore mineur et trop souvent en danger. Alors comment les protéger et lutter contre la prostitution des mineurs? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Rééduquer les troubles de l'écriture grâce à la psychomotricité, c'est la spécialité de notre invitée. On en discute avec elle dans la seconde partie de ce JT. Dans son panorama, Louisa Garottière vous parlera d'une femme incroyable actuellement au cinéma, la vie de la photographe Lee Miller. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. On ouvre ce journal avec le nouveau projet de loi de finances et de la sécurité sociale 2025 par le Premier ministre Michel Barnier. C'est plus qu'une saignée, a affirmé Ghislaine David, porte-parole du syndicat unitaire des instituteurs, alors que l'éducation nationale n'a pas été épargnée par les coupes budgétaires. Une économie de 60 milliards d'euros, c'était l'ambition du Premier ministre afin d'atteindre un déficit de 5% contre 6 en 2024. Quelques mesures, la création d'une taxe sur les grandes entreprises, des charges temporaires pour les ménages les plus aisés, hausse de la taxe d'électricité, diminution des remboursements des consultations médicales. Les pensions des retraités seront également gelées pendant 6 mois. Côté éducation nationale, 4000 postes d'enseignants en moins, la création de 2000 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap et les groupes de besoins concerneront également les élèves de 4e et 3e. Le premier degré reste donc le plus touché. La baisse démographique serait le motif de ces mesures avec une estimation de 97 000 élèves en moins à la rentrée 2025. On écoute Marine Tondelier, secrétaire générale Europe Écologie Les Verts, ce matin au micro de France Inter. Ce budget en est l'illustration. Peut-être la chose la plus emblématique, c'est le fait qu'il baisse les emplois dans les écoles, 4000 emplois en moins, principalement dans les écoles maternelles et primaires où on sait que tout se joue. Et pendant ce temps-là, il les augmente dans l'armée et dans les prisons, dans la justice. Et donc on voit bien finalement quelle société ça dessine. Je ne dis pas qu'il ne manque pas de personnel dans la justice. Mais vous voyez, on avait senti quand même dans son discours de politique générale qu'il n'avait aucune vision pour l'école. Et que par contre, quand il se mettait à parler de sécurité et immigration, il avait des choses très précises, très concrètes, très détaillées à dire. Et bien ça se voit dans le budget. Et franchement, je ne crois pas que ce soit la France qu'on veuille pour nos enfants. Côté syndicat, c'est l'indignation générale. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, premier syndicat des collèges et des lycées généraux et technologiques, était ce matin au micro d'RMC. Michel Barnier est en train de sacrifier l'éducation nationale. Il est en train de la précipiter dans le vide et dans une crise qui va être très grave. Et nous, au SNES FSU, on a calculé que si on voulait retrouver le taux d'encadrement de 2017, il aurait fallu créer près de 10 000 emplois. Donc là, en supprimant des emplois, même avec une baisse démographique, on ne va pas améliorer la situation des élèves et des professeurs. L'enseignement scolaire reste le plus important à hauteur de 63 milliards d'euros. Quant à la ministre de l'Éducation, Anne Genetel, ne s'est toujours pas exprimée suite à ces annonces. Ce vendredi 11 octobre, c'est la journée internationale de la fille, lancée en décembre 2011 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et le projet de loi de finances 2025 vient de proposer de nouvelles mesures en faveur des politiques prioritaires. Parmi celles-ci, la création d'emplois afin de renforcer l'accueil des enfants en très petite section au sein des quartiers prioritaires de la ville. Chaque année, l'UNESCO célèbre la Journée internationale des filles. Le thème 2024, la vision des filles pour l'avenir. Objectif, leur permettre un avenir stable et florissant. Voici ce que confiaient de jeunes élèves au micro de Maëlle Prévost sur France Inter. Les gens qui te font des réflexions, oui, ça va pas aujourd'hui, t'as tes règles. Bah oui, si je les ai, je les ai, si je les ai pas, je les ai pas. Mais je trouve ça vachement vexant comme réflexion, quoi. Nous, les femmes, on doit payer pour avoir nos règles. Parce qu'on doit payer nos protections hygiéniques. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très inégal parce qu'une femme qui n'a pas assez d'argent pour en acheter tous les mois, c'est une femme qui ne peut pas vivre. L'association Capital Filles, qui accompagne collégiennes et lycéennes issues des quartiers prioritaires à l'aube de leur carrière professionnelle, vient de publier un baromètre de confiance en partenariat avec Radio France. Interrogées sur la confiance en leur avenir, 78% des jeunes filles soutenues par leur environnement restent confiantes. Pour celles qui n'ont pas de soutien, seuls 55% restent confiantes. Ce baromètre souligne tout de même qu'une fille sur 2 estime avoir les mêmes chances que les garçons du même âge. Pour Elisabeth Chungui, présidente de l'association Capital Filles, c'est, je cite, un cri d'alerte, un appel à entendre les voix de celles qui sont trop souvent invisibilisées et absentes des débats publics. Pour rejoindre l'association, vous pouvez vous inscrire sur le site capitalfilles.fr. Ce 11 octobre, c'est aussi la journée mondiale du coming out. Et une étude montre que les jeunes hommes de moins de 25 ans sont moins tolérants sur les questions LGBT. Révéler publiquement son homosexualité,
voici comment on traduit le terme coming out en français. Cette journée mondiale du coming out venant des États-Unis remonte au 11 octobre 1987 lors de la marche pour les droits des gays et lesbiennes à Washington. Rendre visibles les personnes LGBTQIA+, encourager la diversité, la tolérance et revendiquer ses droits, voici ce que rappelle cette journée mondiale. Il y a quelques jours, l'association Contact et Ipsos ont mené une enquête afin d'évaluer la manière dont est perçu le coming out pour ceux qui le reçoivent. Résultat inquiétant chez les jeunes hommes, 37% des hommes de 18 à 24 ans disent avoir une mauvaise image des personnes LGBTQIA+, après avoir reçu un coming out. 15% parlent d'impact négatif sur leur relation avec la personne. Et même si cette étude souligne, je cite, que d'une manière générale, les coming out ont un effet positif, agression, violence, rejet et préjugés restent toujours d'actualité. L'étude est consultable sur le site jean-jaurès.org et une ligne d'écoute anonyme est mise en place par l'association SOS Homophobie sur leur site sos-homophobie.org. Et on poursuit ce journal avec la femme de Dominique Bernard, ce professeur de français tué en 2023. Elle a créé un prix littéraire pour les adolescents. Ma cliente veut faire vivre les valeurs républicaines pour lesquelles son mari est mort afin de faire réfléchir les adolescents. Voici ce qu'a rapporté à l'AFP l'avocat d'Isabelle Bernard, la femme du professeur. Pour rappel, Dominique Bernard, professeur de français, avait été poignardé le 13 octobre 2023 par un ancien élève se revendiquant de l'État islamique. Fin septembre, Isabelle Bernard a lancé le prix littéraire Dominique Bernard pour les classes de 4e, 3e et 2e pour les élèves d'Arras. Le thème de cette première édition est la tolérance. Prochain objectif, donner accès à ce prix aux adolescents des Hauts-de-France. En attendant, une minute de silence sera observée lundi prochain dans tous les lycées et collèges de France en l'honneur de Samuel Paty et Dominique Bernard. Une cérémonie en l'hommage du professeur Dominique Bernard aura lieu ce dimanche 13 octobre à 11h sur la place des Héros à Arras en présence du ministre de l'Intérieur et de la ministre de l'Éducation. Et on termine ce journal avec cette semaine spéciale Prix Nobel, avec l'annonce du Prix Nobel de la paix dévoilé ce matin. Et le Prix Nobel de la paix est attribué à l'organisation anti-armes nucléaires chinoise Nihon Idankyo, récompensée pour son travail en faveur d'un monde sans armes atomiques. Cette organisation composée de survivants d'Hiroshima et Nagasaki a prouvé par de nombreux témoignages l'inutilité des armes nucléaires. Voici ce qu'a annoncé le comité norvégien ce matin. Lundi, l'annonce du Prix Nobel de l'économie fermera le bal comme à son habitude. Merci beaucoup Louisa. Entre 15 000 et 20 000 mineurs sont concernés par la prostitution en France aujourd'hui. Des chiffres évidemment alarmants qui témoignent d'une situation qui échappe encore trop souvent aux organisations de protection, aux parents comme aux profs. Alors comment prévenir et lutter contre la prostitution des enfants et en particulier des jeunes filles? On en parle tout de suite dans notre émission. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Sophie Antoine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable juridique et plaidoyer de Agir contre la prostitution des enfants et des violences sexuelles. L'acronyme, c'est ACPE pour ceux qui connaissent. Emma Siby, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Mouvement du Nid. Le Mouvement du Nid, c'est une association active dans la prévention des violences sexistes et sexuelles. C'est la journée mondiale de la fille aujourd'hui, enfin des filles aujourd'hui. Un petit mot face à la situation dans le monde, si vous le voulez bien. Et à ces chiffres, j'aimerais une réaction. Une fille sur 8 a subi un viol ou une agression sexuelle. Une fille sur 5 agressée ou violentée. 2 tiers des analphabètes dans le monde sont des filles. Alors j'aimerais savoir comment on peut expliquer encore ces chiffres en 2024, sachant que vous êtes active évidemment en France, d'autres associations le sont. Tout le monde a alerté sur le sujet et pour autant, on est encore face à cette réalité absolument dramatique dans le monde. Peut-être Emma Siby, une réaction? Alors effectivement, les filles sont les premières victimes de violences sexistes et sexuelles dans le monde et en France c'est une réalité aussi. Cela parce que effectivement on est dans un système qui est aussi patriarcal où nos systèmes sont faits pour en fait protéger l'impunité des agresseurs et perpétuer les violences faites aux femmes. Lorsque l'on constate ces chiffres qui sont assez alarmants sur les violences faites aux filles, on constate vraiment le poids de cette culture patriarcale qui va objectifier les filles, qui va les déshumaniser et qui va permettre qu'on puisse commettre ces violences à leur encontre. Je disais, 2 tiers des analphabètes dans le monde sont des filles. Peut-être une réaction aussi, Sophie Antoine, à ça. On parle dans le monde, on va revenir à la France, bien sûr, et c'est ce qui nous occupe aussi aujourd'hui. Mais de voir que 2 tiers des analphabètes sont des filles, c'est aussi peut-être ce qui explique des parcours ensuite qui sont extrêmement difficiles aussi pour sortir de là.
C'est certain que dès lors qu'on commence à s'intéresser à tout ce qui va être violence sexuelle, on va s'intéresser au cumul des facteurs de vulnérabilité. Il est évident que tout ce qui va consister en éducation, de manière générale, va forcément porter préjudice et rendre les personnes bien plus à même de se faire cibler par des prédateurs. Des jeunes filles qui fuient aussi beaucoup des foyers qui sont difficiles, qui se retrouvent livrées elles-mêmes. C'est le chemin royal, j'imagine, pour la prostitution. Il y a énormément de moyens pour les jeunes filles en situation de prostitution. L'aide sociale à l'enfance, ça en fait partie. Les enfants placés sont surreprésentés parmi les victimes de la prostitution des mineurs. Ce que l'on constate en réalité, c'est que les foyers d'aide sociale à l'enfance, c'est des rassemblements de jeunes filles qui sont extrêmement vulnérables et qui cumulent multiples facteurs de vulnérabilité. Être une fille, c'est déjà et avant tout un facteur de vulnérabilité, comme vous l'avez dit. On a également la minorité d'âge, le fait d'être en situation de précarité, le fait d'être issu d'une famille dysfonctionnelle, d'avoir subi des maltraitances, d'être co-victime de violences conjugales, mais également le fait d'avoir subi du harcèlement scolaire, du harcèlement sexuel. Tous ces facteurs de vulnérabilité se cumulent pour en fait créer un terreau fertile à la prostitution des mineurs. Et donc dans les foyers d'aide sociale à l'enfance, on a ces rassemblements-là de jeunes filles qui sont très vulnérables. On voit également le rôle que jouent les violences sexuelles dans l'enfance, dans l'entrée en prostitution. Elles ont quasiment pour effet de doubler les risques de la prostitution des mineurs. Et en fait, dans ces foyers d'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, on a des proxénètes qui rôdent autour parce qu'ils savent qu'ils ont accès à des viviers de filles qui sont très vulnérables et puis qui utilisent aussi la stratégie de l'agresseur pour cibler, manipuler ces jeunes filles-là. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord choisir leurs victimes en fonction des facteurs de vulnérabilité qui entourent la vie de ces jeunes filles. Ils vont ensuite les isoler, imposer la culture du silence, les violenter, inverser la culpabilité et assurer leur impunité derrière. Donc on a ces stratégies-là qui vont vraiment cibler les filles dans les foyers d'aide sociale à l'enfance. Parce que c'est pas forcément aussi tout de suite un proxénète absolument qui a l'image terrible du proxénète qui arrive. Hein. C'est souvent un petit copain qui est mal intentionné en fait et qui eh bien, pousse une jeune fille. Il y a plein de façons en fait, d'arriver à une situation d'exploitation sexuelle de mineurs. Bien évidemment, je rejoins complètement Emma dans ce qu'elle a pu décrire. Il ne faut pas oublier non plus qu'il ne faut pas non plus invisibiliser le fait que ça peut arriver dans n'importe quel milieu social. Bien sûr, hors des foyers aussi. Comme elle a dit, il y a un cumul de facteurs de vulnérabilité qui les rend plus à même de se faire cibler. Mais il y a aussi des garçons, malheureusement, qui sont ciblés, bien évidemment, aussi. Mais dans les familles, vous voulez dire favorisées dans les familles qui ne sont pas défaillantes, alors, quelque part, on parle de il peut y avoir aussi des jeunes filles qui partent dans la prostitution. Parce qu'en fait, on parle de mineurs, donc on parle de personnes qui sont en immaturité cognitive et affective. Si on se retrouve dans des situations où, en plus, il y a une rupture familiale partielle ou totale, c'est-à-dire le cas de la plupart des enfants placés, on va forcément se retrouver avec un terrain encore plus fertile pour développer une emprise qui ira justement se nicher, se baser sur une carence affective. Mais c'est un système aussi qui veut ça, le système patriarcal dont vous venez de parler, parce que quand on voit effectivement, et vous parlez des profils qui sont très divers, dans des écoles, des établissements, dans des quartiers favorisés, dans des grandes villes, on voit des fellations qui s'opèrent pour un billet de 10 €. Ça a été vu, ça a été dit, ça a été relaté par la presse, par certains confrères. Aujourd'hui, est-ce que cette situation aussi, elle est vécue comme un système finalement, comme une espèce de schéma qui se reproduit, Emma? Tout à fait. La prostitution des mineurs, elle s'inscrit dans le continuum des violences faites aux femmes et aux filles. Elle est le produit du patriarcat dans une société qui considère que les filles sont inférieures aux garçons, dans une société qui considère que les hommes ont des privilèges sur les femmes et que pour maintenir ces privilèges, ils doivent exercer des violences faites aux femmes et aux filles. La prostitution n'est que l'aboutissement de ces violences-là. Elle est en plus à l'intersection de multiples oppressions. Donc il y a le patriarcat, mais il y a aussi le racisme, il y a aussi le capitalisme. On voit que parmi les jeunes filles qui sont en situation de prostitution, c'est souvent des jeunes filles, comme je disais, qui sont extrêmement vulnérables. Elles viennent aussi des groupes les plus marginalisés dans la société. Et par contre, ce qu'on constate, c'est que les auteurs de ces violences sont systématiquement des hommes. Que ce soit des acheteurs qui, pour la prostitution des mineurs, sont des pédocriminels, et ça, il faut le rappeler, ce sont quasi systématiquement des hommes, et que ce soit les exploiteurs, les proxénètes qui vont créer ces réseaux de prostitution ou qui vont juste amener les mineurs à se prostituer, ce sont également souvent des hommes, et de plus en plus on retrouve des garçons aussi qui ont parfois l'âge de leurs victimes. Des chiffres juste pour qu'on se rende compte de la proportion, bien que ça ne veut pas dire grand-chose, je crois, parce qu'on n'arrive pas vraiment à le définir, mais j'aurais lu que c'était entre 15 000 et 20 000 mineurs qui sont prostitués en France. En tout cas, un chiffre en augmentation de 70% en 5 ans. C'est absolument phénoménal.
phénoménal. Comment on justifie cette augmentation? Alors déjà, il faut quand même se rendre compte que c'est un sujet dont les médias s'emparent assez tardivement. On n'en a pas parlé beaucoup jusque-là. On peut quand même se poser la question de la proportion de cette augmentation qui est liée au fait de s'intéresser au sujet tout simplement et de le découvrir. Maintenant, excusez-moi, l'augmentation de la prostitution n'est pas liée au fait qu'on en parle? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'augmentation des chiffres est notamment liée au fait qu'on en parle et que les gens vont ouvrir les yeux sur la situation et donc pouvoir en constater plus, s'y intéresser, être sensibilisés. Maintenant, il y a l'autre énorme point dont on parle très peu, enfin, on parle de plus en plus aussi, c'est tout l'impact du numérique sur justement ce développement qui rend à la fois compliqué le recueil justement de chiffres parce qu'on va avoir le darknet qui va nous rendre la tâche complètement impossible. On va avoir des profils nombreux dissimulés sous une seule annonce, pas forcément identifiés en tant que mineurs ou pas, donc qui vont fausser complètement le recueil des chiffres, mais qui vont aussi, d'un autre côté, on le sait et on le constate, favoriser les situations d'exploitation de nos jeunes. Bien sûr, on va y venir évidemment aux réseaux sociaux. Je voudrais juste qu'on redise un mot sur l'aide sociale à l'enfance parce que c'est malgré tout un endroit, des structures d'aide qui existent à la base avec des éducateurs qui font ce qu'ils peuvent, un manque de moyens cruel. Est-ce que justement ces structures sont suffisamment encadrées? Parce que quand on arrive à ces dérives-là de prostitution, on peut forcément légitimement se poser la question. Effectivement, mais il y a un manque cruel de moyens dans l'aide sociale à l'enfance qui fait qu'on en arrive aussi à ce genre de situation et qu'aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance n'est pas totalement armée pour répondre aux situations de prostitution des mineurs, pour protéger les mineurs des agresseurs et pour en fait, quand je vous dis qu'il y a des proxénètes qui peuvent rôder autour des foyers d'aide sociale à l'enfance, c'est une question de temps avant qu'ils mettent la main sur une jeune fille qui est très vulnérable. Et lorsqu'on n'a pas de moyens financiers, humains qui sont alloués à cette question qui est fondamentale, qui est la protection des mineurs en situation de prostitution, évidemment, on en arrive à ces dérives-là aujourd'hui. Des foyers défaillants, des jeunes filles qui se retrouvent effectivement dans des hôtels, perdues, seules, à l'âge de 13-14 ans, parce que quand même, le risque prostitutionnel se situe à l'âge de 13 ans, c'est bien ce que j'ai lu, c'est vrai? Alors, en réalité, ça peut être, dans des situations, ça peut être beaucoup plus tôt. On est quand même dans une société qui va complètement glamouriser tout ce qui va être exploitation sexuelle. On va avoir des vocabulaires comme michto, escorte, qui en fait font écho à la même réalité. Et on ne peut pas forcément... Déjà, en plus, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de définition de la prostitution en France dans la loi. C'est une jurisprudence de 96 qui ne prend pas en compte donc, tout ce qui va être conduite prostitutionnelle plus largement dans tout ce qui est dans le numérique. Donc à partir de là, il est certain qu'il y a des situations qui ont lieu beaucoup plus tôt. On est dans une société qui va nous montrer comme modèle, comme référent des personnes qui vont mettre en scène leur corps et aussi la marchandisation de leur corps, des photos, les OnlyFans, les classiques. Je vais vendre une photo de mes pieds, mais en fait, il y a une escalade d'engagement qui peut se conduire derrière. Et malheureusement, c'est vrai que du coup, ça va aussi porter atteinte à tout ce qui va être accompagnement parce que vous nous parlez des foyers de l'ASE. Mais les foyers de l'ASE, ils ont un manque de moyens pour l'accompagnement, mais aussi de formation. Eux-mêmes vont être touchés par cette glamorisation. Ça nous arrive souvent de former en forme des professionnels et de se rendre compte qu'ils vont nous dire « Oui, mais moi, j'ai pas trop de situation de prostitution, mais j'ai des escortes. » Oui, mais alors, on va remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Ils n'ont pas forcément toujours la sensibilisation qu'il faut sur le sujet. Et après, les jeunes l'ont encore moins. C'est très important ce que vous dites sur le vocabulaire, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on parle d'escorte, de michetons, c'est exactement la même chose que de parler de prostitution. Et pour autant, effectivement, on glamourise. Et je le prends pas je le prends en tant que journaliste, que je dis, non pas en tant que dans l'opinion. Mais c'est vrai que, du coup, forcément, ça joue aussi sur l'âge. Parce que je parlais de l'âge. Évidemment, c'est aussi grave à 16 ans qu'à 13 ou 11 ans. Mais tout de même, la plupart des gens qui ont osé témoigner, des hommes qui ont osé témoigner de l'acte, effectivement, d'acheter cette marchandisation d'un corps, disaient oui mais c'est pas grave, elle a 16 ou 17 ans. Oui, effectivement, on voit qu'il y a une sorte de banalisation et une glamourisation de la prostitution dans son ensemble et qui est perpétrée non seulement par les réseaux sociaux, mais on les entend aussi dans les médias traditionnels. On parle beaucoup d'escorte, on peut parler de travail du sexe, on peut même parler de mineures travailleuses du sexe des fois. C'est un discours qu'on a pu entendre et c'est dramatique parce que du coup, dans la tête des jeunes filles, ça a pour conséquence de banaliser ce qu'est un système de violence qui va les cibler elles. Et pour les plus vulnérables, ça va être les premières qui vont tomber dans ce système de violence. Nous, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on on est confronté à des cas de situation de prostitution des mineurs, c'est que beaucoup des victimes de cette prostitution-là ne se reconnaissent pas comme des victimes. Elles ont des idées reçues sur la prostitution, elles ont l'impression que c'est une femme sur un trottoir qui attend des clients qui passent en voiture. Elles ne se rendent pas compte qu'être exploitée sur Snapchat, par exemple, et de recevoir des clients dans une chambre Airbnb, c'est aussi une forme de prostitution et c'est même le cœur de l'acte prostitutionnel. Mais alors, elles ne se rendent pas compte
pourquoi? Parce que finalement, est-ce que c'est ce qu'elle voit aussi dans les images, dans les réseaux sociaux? Parce que est-ce que le porno finalement n'est plus devenu du porno, mais une sorte de réalité, de vécu en fait, qu'elle doit vivre de manière assez naturelle et jeune en plus? Il va y avoir probablement une espèce de double raison à ça. D'une part, ce qu'on vient d'évoquer, la glamorisation, le fait que certaines pratiques vont être complètement invisibilisées, vont être complètement banalisées. Mais il y a aussi leur immaturité cognitive qui va faire que, pour se protéger, il y en a certaines qui nous disent « Ah non, mais j'étais en contrôle, je n'étais pas exploitée, c'est moi qui ai demandé, j'ai voulu aider ». Et tout ce jeu d'emprise qui va être construit de la part de la personne qui les exploite, qui va être parfois joué sur « Mais non, on est amoureux, je lui rends service ». Et en réalité, ne pas se rendre compte qu'elles sont en situation d'être victimes. Et dans la cour de récré, le mot victime est souvent la pire des insultes. C'est extrêmement compliqué pour une jeune fille qui vit en plus un trauma total dont on ne pourra peut-être se rendre compte que plus tard. D'en plus, admettre qu'elle est victime dans une situation où peut-être que son seul réconfort va être de se dire non, je suis en contrôle en tout cas de quelque chose. Quand on est dans le déni, forcément, on refuse d'être aidé. C'est aussi la dramaturgie de l'histoire. C'est-à-dire que le problème, c'est comment venir à elle et aussi qu'elle vienne à vous, finalement, pour demander de l'aide. Alors, on est souvent alerté par les professionnels de l'enfance qui travaillent autour. Donc c'est eux qui, dans un premier temps, les travailleurs sociaux dans les foyers, les professeurs, vont venir nous voir. Nous, on a énormément de familles qui viennent nous voir aussi. Parce qu'on n'a pas que des jeunes de foyer. Et même quand on en a, le côté dysfonctionnel de la famille peut ne pas du tout porter sur un sujet qui est lié à la sexualité. Ils vont nous alerter là-dessus. Le jeune, on va prendre contact dans un second temps avec lui, apprendre à se connaître et surtout ne pas le confronter à ce qu'il est en train de vivre en matière d'exploitation, mais essayer d'en parler doucement, de manière détournée, de lui laisser apprivoiser le sujet et surtout on apporte une approche motivationnelle, expérientielle et essayer de le rediriger en fait tout ce qui se passe pour lui à ce moment-là, creuser dans ses besoins pour essayer de voir comment on peut le sortir de là, tout en bien sûr l'accompagnant d'un point de vue judiciaire pour le conduire à un dépôt de plainte. On est souvent dans un cercle vicieux dans ces cas-là parce qu'au-delà effectivement de la solitude, au-delà de la détresse, de la vulnérabilité dont vous aviez parlé, il y a aussi la drogue qui se mêle à tout ça. Et on l'a vu, beaucoup de cas ont été décrits de MAC, de proxénètes qui droguent d'abord ces filles et qui, quand elles sont en manque, dans le besoin, ont besoin d'argent, on réclame de l'argent, donc du coup, se dirigent vers ça. Oui, tout à fait. Il y a un vrai phénomène à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas de mineurs qui échangent du coup des actes sexuels contre des stupéfiants. Et ce que l'on voit, c'est que les drogues, c'est un petit peu compliqué à aborder cette question-là parce que c'est des jeunes filles qui sont très vulnérables. Elles peuvent utiliser la drogue comme un moyen aussi de résister, comme un moyen presque de s'anesthésier de la violence de l'acte prostitutionnel pendant la prostitution. Et ça peut être aussi un moyen pour les proxénètes d'attirer des jeunes filles qui sont déjà dépendantes aux drogues dans la prostitution en les rémunérant via des stupéfiants. Et ça peut être aussi un moyen pour les proxénètes de rendre des jeunes filles en situation de prostitution accros et dépendantes aux drogues. Alors, il y a des filles aussi qui vivent ça, qui sont encore dans le domicile, j'allais dire familial, c'est-à-dire qu'ils vivent encore chez leurs parents. Alors, on imagine que la structure familiale n'est pas forcément tout à fait saine, ou tout à fait équilibrée, peut-être pour qu'il y ait des situations comme ça. Ou en tout cas, certains parents disent « mais non, mais moi, j'ai rien vu. Enfin, tout se passait bien, j'ai absolument rien vu. » Et pour autant, il y avait des signes. C'est quoi les premiers signes ? Alors, juste pour être très clair, il y a des familles où en réalité il ne s'est rien passé au niveau de la structure familiale. En tout cas, nous, on a pu le voir. Il faut quand même se rendre compte que, à la base, pour qu'une situation d'emprise comme ça puisse s'installer, une situation d'exploitation puisse s'installer sur ces jeunes, il faut que le rapport au corps ait été dénaturé. C'est pas toujours par un trauma familial. Ça peut être un viol qu'elles ont subi sans que les parents aient pu avoir quoi que ce soit comme contrôle sur le fait. Ça peut être du harcèlement scolaire. Et ça, c'est quand même très, très important. Donc, nous, on va identifier dans un premier temps, parce qu'on est une association de protection de l'enfance avant tout, des jeunes qui sont en danger de pouvoir tomber sous une exploitation parce qu'en fait, ils ont eu... Quelle qu'elle soit, parce qu'en fait, dans un premier temps, ils ont eu un trauma qui va remettre en question tout leur rapport au corps et leur rapport aux autres, à la sexualité et à l'estime de soi. Et ça, c'est un terrain fertile qu'on identifie d'abord en premier lieu. C'est pas forcément des parents qui sont démissionnaires au départ et qui permettent, j'allais dire, ces situations-là.
Pas dans tous les cas, effectivement. Donc les violences sexuelles, elles jouent un rôle prépondérant dans l'entrée dans la prostitution, qu'elles soient intrafamiliales ou en dehors du cercle familial. Et il y a aussi différents autres facteurs qui peuvent alerter, notamment l'échec scolaire, la déscolarisation, des fugues qui sont récurrentes. On a aussi des vraies vulnérabilités. Ça se voit chez les jeunes filles qui vont se couper, qui vont être en rupture familiale, qui vont trouver un autre cercle d'amis ou justement être en rupture de leur cercle amical également. Donc tout un ensemble de petits facteurs qui peuvent mettre la puce à l'oreille sur la prostitution des mineurs et sur le fait qu'elles subissent de la violence. Et en fait, on voit beaucoup de parents qui sont perdus justement avec l'utilisation des réseaux sociaux. On l'a dit, des élèves aussi, enfin des enfants aussi, adolescents bien sûr. Et puis des jeunes filles qui se scarifient, qui ont besoin de vivre une autre vie finalement sur les réseaux sociaux. Et certains parents disent, mais je ne sais pas quel est le décalage en fait, quelle est la proportion en fait de peur que je dois avoir par rapport à la situation. Oui, tout à fait. Et nous, ce qu'on constate, c'est que les réseaux sociaux sont devenus un véritable moyen qui ont permis l'expansion aussi de la prostitution des mineurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus simple pour des proxénètes de mettre en ligne des annonces sur des forums d'annonces prostitutionnelles ou alors sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, TikTok, Facebook. Il y a une véritable facilitation aussi pour les acheteurs de sexe, donc pour les pédocriminels qui veulent acheter du sexe, d'aller sur les réseaux sociaux et d'avoir accès à des filles qui sont très vulnérables en situation de prostitution, cela en toute anonymité. Et donc il y a un développement de la prostitution des mineurs sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut aussi parler du rôle des réseaux sociaux dans la construction finalement de modèles de réussite sociale qui sont fondés sur l'hypersexualisation des femmes. Il y a énormément de contenu d'influenceurs, d'influenceuses sur les réseaux sociaux, du contenu sur des émissions de télé-réalité qui passent aussi à 18h, qui sont des heures de grande écoute pour les jeunes qui sortent à peine de l'école et qui promeuvent ces modèles de réussite sociale qui sont fondés toujours sur l'objectification des femmes, leur hypersexualisation et au contraire... Oui, parce que c'est rarement avec les mecs. C'est rarement avec les hommes et les hommes ont finalement, eux, cette image d'une virilité à l'excès, de masculin très très toxique et donc ça imprègne la culture et l'environnement dans lesquels les jeunes grandissent et il faut absolument déconstruire tous ces stéréotypes sexistes-là pour pouvoir aussi augmenter la vigilance sur les risques prostitutionnels. Tout ça, c'est un continuum. C'est effectivement un système, la société qui elle-même propose des images et aussi, j'allais parler encore une fois du porno, mais je veux dire, c'est quand même cette violence qui est érigée en normalisation, vraiment du rapport sexuel. Là, c'est sûr que du coup, Emma a parlé du numérique comme étant un moyen, mais le numérique est un support déjà d'infraction dans un premier temps. C'est-à-dire qu'au-delà de la prostitution, on a toutes ces situations d'infraction. La pédopornographie, on n'a pas besoin non plus d'un contact physique directement avec le jeune. Il va y avoir de la circulation d'images et le porno est souvent, alors que l'éducation nationale a un rôle d'éducation à la sexualité des jeunes, ça va être souvent pourtant la première réponse des jeunes qui ont des questions très tôt et qui vont aller dans le numérique et qui vont en fait se confronter à des images qui vont conditionner leur rapport au corps, leur rapport aux relations amoureuses dans des images qui sont dominatrices, qui sont complètement dénuées d'affect et toute la dimension de l'affect, du désir, des sentiments n'est pas là, avec en plus des images qui ne représentent pas du tout la réalité des rapports amoureux. 3 séances par an sont prévues normalement de la maternelle au lycée pour les cours d'éducation, on dit, à la vie affective et sexuelle. Alors déjà, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y en a 3 par an? Est-ce que ça suffit 3 par an? Parce qu'on n'a pas le temps de dire grand-chose. Enfin, regardez, 25 minutes déjà et on est frustré, on a envie de parler encore. Alors 3 par an, est-ce que c'est assez? Ça ne sera jamais assez. L'éducation à la vie sexuelle et affective, c'est essentiel pour construire la société de demain, pour changer le regard sur les violences faites aux femmes et pour également prévenir des futurs agresseurs. Donc les 3 séances par an ne sont en pratique pas souvent réalisées. Nous, ce que l'on voit sur le sujet de la prostitution, c'est que la loi visant à renforcer le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées a incorporé le volet éducation sur les réalités du système de la prostitution aux séances d'éducation à la vie sexuelle et affective. Donc le mouvement du Nid, on intervient en milieu scolaire, on fait de l'éducation à la vie sexuelle et affective et nous, on incorpore exactement la dimension marchandisation du corps. Donc dans ces séances, on a pu sensibiliser 20 000 jeunes l'année dernière sur la vie sexuelle et affective et on promeut une sexualité qui est libre, une sexualité qui est libre de toute violence, qui est égalitaire et qui se fait sans contrepartie. On va venir justement déconstruire tous les stéréotypes sexistes, on va parler des mécanismes d'emprise, de violence,
violences que les jeunes peuvent rencontrer dans leurs relations amoureuses, dans leurs relations affectives et sexuelles. Et on va finir sur la marchandisation du corps, qui est l'aboutissement de ces violences. L'idée, c'est d'outiller les jeunes pour qu'ils puissent dénoncer les agresseurs, qu'ils puissent comprendre le système de la prostitution et faire face à ces situations de violence en étant protégés, en étant aidés. On parle juste 2 secondes de la loi. Ouais. J'allais rebondir sur ce qu'elle allait dire, mais ce que je voulais dire, c'est que, et même avant ça, c'est vrai qu'à la CPE, on fait aussi des préventions en milieu scolaire. Le fait est qu'il y a toute la partie rapport à l'intégrité corporelle, le nombre de situations qu'on rencontre dans des constitutions partie civile, dans des procès, de jeunes victimes qui nous disent « bah oui, j'ai 12 ans, je n'ai commencé à parler qu'à 12 ans, mais c'est parce qu'avant, je pensais que c'était normal ce qui m'arrivait ». C'est-à-dire que une sexualité qui peut être, des viols incestueux ou en dehors de la famille sont considérés comme un rapport normal au corps parce que personne ne leur a dit. Et là, on se pose la question, mais en fait, à aucun moment, il y a eu un cours sur l'intégrité au corps, d'où l'importance que ça commence dès le primaire et que ce ne soit pas confié que au prof de biologie qui va apporter un aspect certes essentiel, l'aspect sanitaire, le côté super, ce sont 2 gamètes et il y a des MST, mais en fait, tout le reste qui est fondamental. Là, vous parlez de viol incestueux quand même. On est vraiment au-delà du rapport au corps et de tout simplement l'image. Oui, mais si il y a une normalisation. Là, je parlais pour des cas, je pense à un cas très précis, bien évidemment, en tête. Si pour cette victime, il y a eu une normalisation de situation, c'est que parce qu'en fait, personne ne lui a jamais dit que ce n'était pas normal qu'on la touche là, a fortiori dans sa famille. Et j'ai d'autres situations où c'était le cas avec... des personnes animateurs périscolaires. Et en fait, il a pu œuvrer pendant 20 ans. Pourquoi ? Parce que les enfants ne se rendaient pas compte que ce n'était pas normal qu'on ne les touche pas à certains endroits. Appelez le 119 Enfance en danger, allez voir le mouvement du nid, allez voir la CPE, allez voir toutes les associations, allez voir les personnes qui sont autour de vous et qui peuvent, aussi bien l'établissement que dans les associations autour, bien vous protéger, parler, échanger sur cette situation qui vraiment est absolument dramatique. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Emma Siby, porte-parole du mouvement du nid, merci. Et Sophie Antoine, responsable juridique et plaidoyer de Agir contre la prostitution des enfants et des violences sexuelles. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Allez, toujours dans le grand JT, je suis ravie d'accueillir Juliette Martin. Bonjour. Enchantée. Merci d'être avec nous, Juliette. Vous êtes psychomotricienne et autrice de Rééduquer les troubles de l'écriture, paru aux éditions Tom Pouce. Vous avez écrit ce livre avec Aurélien d'Ignazio. Je vais essayer de bien le dire, pas me tromper. Alors, quels sont les différents troubles de l'écriture qui peuvent exister ? Alors, je ne dirais pas qu'il y a différents troubles de l'écriture, mais il y a différentes façons d'être entravé dans son écriture. Ouais. Donc, il peut y avoir des difficultés plutôt au niveau de la qualité, c'est-à-dire la lisibilité de l'écriture. On peut avoir du mal à former ses lettres, à rendre un écrit qui est soigneux, on va dire. Et lisible surtout. Et lisible, voilà. Ce qui est quand même la finalité de l'écriture. Ou ça peut être des difficultés par rapport à la vitesse d'écriture. On a du mal, du coup, à répondre aux exigences scolaires. C'est-à-dire qu'on finit pas ses écrits, on finit pas ses devoirs. Ou ça peut être seulement un confort de l'écriture qui est difficile. C'est-à-dire qu'on écrit 3 mots et on a mal partout. Du coup, on est gêné au quotidien pour prendre ses devoirs, pour rendre ses écrits. À quoi c'est dû ? Parce que souvent les parents pensent que c'est pendant la première phase, c'est-à-dire en CP, souvent, ou en grande section, que les enfants effectivement forment mal leurs lettres ou qu'ils ont du mal effectivement à pouvoir avoir une continuité dans les syllabes et les mots en entier. Est-ce que c'est vrai ? Alors, en partie, oui. Alors après, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'écriture. Oui. Si on revient simplement, l'écriture, c'est au carrefour de plein de compétences différentes, à la fois des compétences motrices, ça tout le monde l'entend bien, mais que ce soit au niveau de la dextérité de ses doigts, mais aussi de sa stabilité de sa posture, et aussi de faire travailler ses yeux avec ses mains. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans la motricité. Oui, d'ailleurs, vous consacrez un chapitre sur la posture et qui est vraiment très intéressant, effectivement, sur la façon de se tenir et la façon de poser, évidemment, son bras, son stylo et la manière dont on écrit. Et de montrer qu'il y a plusieurs façons qui peuvent être fonctionnelles, qu'il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas une seule façon de se tenir pour écrire, mais qu'en tout cas, elle doit permettre de faire cet acte d'écrire de façon détendue
et pour pouvoir écrire longtemps et bien. Et donc, bon, il y a cette dimension de la motricité qui rentre en jeu, et il y a aussi plein d'autres composantes qu'on peut voir qui sont en lien avec l'écriture, comme l'attention, être capable de maintenir son attention concentrée pendant longtemps. Il y a aussi toutes les aptitudes, ce qu'on dirait de discrimination, c'est-à-dire arriver avec ses yeux à comprendre, à voir qu'un B et un D, même si ça se ressemble beaucoup, c'est pas la même chose, et ça va donner autre chose dans l'écriture. Donc, en fait, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on peut être gêné dans l'écriture. Donc, il va falloir comme ça faire un petit détective, investiguer plein de composantes différentes pour pouvoir cibler au mieux qu'est-ce qui pose souci dans l'écriture. Est-ce que c'est plus la motricité? Est-ce que c'est l'attention? Est-ce que c'est se repérer dans le texte? Est-ce que c'est être capable de mieux manier son crayon? Il y a plein de raisons en fait qui peuvent expliquer qu'une écriture elle soit pas optimale. Quand vous dites investiguer, souvent c'est parce qu'on a déjà détecté qu'il y avait des problèmes d'écriture. Souvent. Alors, on va dire que globalement, les enseignants quand même alertent très rapidement les familles lorsqu'ils rencontrent ce genre de difficultés, parce qu'on sait que avoir des difficultés d'écriture, ça impacte significativement la réussite scolaire. Donc, on va voir que très rapidement, souvent, quand il y a des difficultés d'écriture sont perçues, on alerte les parents et on les dirige vers des professionnels formés pour les accompagner dans ces difficultés. Alors, un impact sur l'apprentissage, parce que forcément, on se relie mal, j'imagine. On se relie mal, et en plus, ça a été prouvé que d'écrire permet de mémoriser. Ouais. Donc, en fait, si en plus on a des difficultés pour écrire, on va moins écrire que les autres, on va avoir tendance à simplifier, et donc, du coup, on va perdre aussi dans les informations qu'on doit retenir. Pourtant, vous mettez en avant l'abréviation dans un des derniers chapitres de votre livre, mais plus tard, à l'adolescence. Ouais, à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, on est encore dans d'autres exigences. Normalement, on devrait avoir acquis une écriture qui est fonctionnelle. Lorsque ce n'est pas le cas, il faut tout de suite qu'on soit dans des adaptations pour pouvoir continuer de pouvoir répondre aux exigences scolaires qui augmentent encore en quantité. Et donc, oui, les abréviations peuvent être utiles, mais du coup, une abréviation, ça n'empêche pas de retenir l'information. C'est juste que du coup, on va simplifier le mot. Difficulté dans l'apprentissage, à la fois, effectivement, on le disait, pour pouvoir se relire, pour pouvoir, effectivement, être lu, donc lisible par le professeur, et donc, du coup, possiblement de se faire saquer, alors qu'on a potentiellement bien écrit ou pas. On a formulé le E et le S, ça tu chantes, mais en fait, on n'a pas vu le S. Tout à fait. Et en plus, dans les évaluations nationales, que ce soit le brevet, le baccalauréat, il y a des points qui sont accordés aussi à la lisibilité, aux soins. Donc, en plus, c'est des personnes qui vont aussi avoir des notes moindres, parce qu'ils vont avoir des points retirés par rapport à ça. Donc oui, ils prennent double peine, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est la double peine. On parlait, par exemple, d'un point de départ, alors qu'on vous découvrirez dans le livre, que vous allez évidemment acheter de ce pas. Mais par exemple, on part d'une dictée qui quand même se fait assez tôt dans l'apprentissage scolaire, plus ou moins difficile évidemment. Et vous partez de ce schéma de la voix lexicale et de la voix phonologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors ça, je pense que mes consoeurs orthophonistes l'expliqueraient mieux que moi parce que c'est vraiment leur champ de compétences. Oui. Mais en fait, pour écrire un mot et pour savoir l'orthographe d'un mot, soit on l'a appris en le photographiant. Donc on a retenu le mot dans sa globalité, comme si on prenait une photo, et donc on peut le retranscrire. Soit on va l'écrire en décomposant les sons que l'on entend. Mi, nu, te. Je vais écrire mi parce que j'entends le son mi, nu, te. Ou est-ce que sinon, il y a des mots qu'on a photographiés et qu'on a retenus comme ça. Donc c'est en lien avec la mémoire visuelle ou Alors juste pas que visuelle et auditive, mais en fait c'est plutôt ce qu'on appelait avant l'apprentissage par la lecture globale, où on apprenait des mots en entier, des mots, ou est-ce qu'on les apprend par une voie phonologique, c'est-à-dire son par son. J et A, ça fait ja, J et O, ça fait jo, et comme ça, on apprend. Donc c'est vrai que, du coup, pour écrire un mot, on a ces deux possibilités-là qui rentrent en jeu, et ça aussi, si on a des difficultés de lecture, on voit que ça va se retranscrire aussi sur l'écriture, qui sont deux activités qui se développent simulanément. Et c'est vrai que la langue française, pour ça, ne nous ménage pas, on est d'accord, parce que pour à la fois les sons qu'on n'entend pas, les fins de mots, tout simplement, assortis, le E, évidemment, on ne le lit pas, donc c'est difficile pour un enfant de pouvoir à la fois écrire convenablement et en même temps de pouvoir parler aussi convenablement. Peut-être l'apprentissage lecture plus écriture ensemble. C'est pour ça que c'est en même temps. Normalement, ça doit se faire de façon très coordonnée parce qu'ils s'auto-alimentent. Mais c'est aussi... C'est un cercle vertueux, donc. C'est un cercle vertueux ou vicieux. Quand ça fonctionne mal, l'un va impacter l'autre. D'accord. Est-ce qu'il faut privilégier la vitesse ou la précision ?
Ah, alors ça, on dit qu'il faut trouver un équilibre. Je vous donne un exemple. Comme dans tout, quoi. Comme dans tout. C'est fatigant. En fait, tout va... Il nous faut toujours un équilibre partout. Tout va dépendre en fait du but. Si vous écrivez un brouillon, une liste de notes, vous allez privilégier la vitesse. Ce que vous voulez, c'est pas oublier ce que vous avez en tête. Donc là, vous allez souvent écrire moins bien, mais rapidement. Par contre, si vous envoyez une carte postale, si vous écrivez une poésie, là, le but recherché va être plutôt la précision. Et donc là, vous allez diminuer votre rythme d'écriture. Après, au quotidien, lorsqu'on rend un devoir, il faut trouver le juste équilibre pour pouvoir avoir le temps de finir et que ça soit lisible. C'est là tout l'enjeu. Alors, pour rééquilibrer ces fameux enfants qui vient vous voir et qui vous dit bon ça ne va pas, ou plutôt les parents qui vous appellent en détresse absolue, ils vous disent, vous Juliette Martin, vous êtes donc psychomotricienne, autrice de ce livre, Rééduquer les troubles de l'écriture, ils vous disent ça ne va pas, on a essayé peut-être 2-3 choses, on a commencé puis en fait on voit pas de résultat. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer comme approche? Il faut faire d'abord un bilan, comme je vous disais, pour pouvoir cibler les difficultés. Identifier les points forts et puis les points déficitaires. Et puis après, tout va dépendre de l'âge de l'enfant. On ne va pas avoir le même objectif, la même façon de procéder si on est encore chez un tout petit ou encore il est encore en phase d'apprentissage. Donc on va pouvoir revenir sur cet apprentissage, peut-être le rendre encore plus explicite, lui montrer différemment d'autres techniques pour qu'il du coup il intègre la forme des lettres, pour qu'il intègre avoir un meilleur contrôle de son geste. Lorsque plutôt on est en fin de primaire, où là du coup déjà l'écriture normalement elle doit être automatisée pour pouvoir après se concentrer sur l'orthographe, sur la grammaire, et là on va avoir plutôt une action ciblée. Qu'est-ce qui pose souci dans ton écriture? C'est que tu écris les mots trop serrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice pour aérer? Ou ton écriture, elle respecte pas, par exemple, les interlignes. Et donc, dès qu'on écrit sur des lignes, comme dans les cahiers, ça devient illisible. Alors, comment on peut faire un travail ciblé pour se repérer dans les interlignes? Ça peut être ce genre d'exercice de façon très, très ciblée. Ou si on est avec des adolescents, où là, le travail va être plutôt de personnaliser leur écriture. Parce qu'à l'adolescence, on cherche plus les normes calligraphiques, faire un A, comme on a appris au CP, on va plutôt le rendre fonctionnel, donc ça va plutôt être un mélange de script et de cursive qu'il va falloir qu'ils s'approprient. Cursive, c'est attaché, et script, c'est détaché. Exactement, script, c'est comme dans les documents que l'on a informatisés. Et cursive, normalement, quand on écrit manuellement, c'est plutôt de l'écriture cursive. Et donc, un adolescent, il doit trouver un juste milieu entre ces deux-là pour écrire plus vite. Donc il va faire il va personnaliser son écriture et puis on va lui donner plein d'autres techniques pour plutôt faire des raccourcis, comment il peut quand même abréger ce qu'il a à écrire pour prendre ses notes en cours. Donc là, ça sera encore un autre travail. Voilà. D'accord, mais c'est pas complètement perdu quand à l'adolescence, finalement, son enfant n'écrit pas bien. On peut essayer d'avoir des méthodes qui rétablissent, en tout cas, qui améliorent l'écriture. Je vais dire, le point central pour toutes les rééducations, il faut que l'enfant ou l'adolescent soit motivé. Il faut qu'il ait envie de vouloir travailler ça. Effectivement, en termes de c'est un peu antagoniste. Pas forcément, parce que le but, par exemple, d'un psychomotricien, c'est ce qu'on a essayé de mettre aussi dans cet ouvrage, c'est de rendre ça ludique, peu importe l'âge. Donc aussi, écrire sur un YouTuber, ça peut motiver, regarder une vidéo, en faire une synthèse, ou apprendre à faire un Rubik's Cube et écrire les séquences. On trouve du coup, on va chercher du coup des leviers pour rendre de l'appétence et rendre du coup cette écriture, la rendre fonctionnelle tout en restant attractif. C'est là le challenge. Oui. Il y a une différence, j'imagine, entre l'ergothérapeute et le psychomotricien. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors c'est un champ de compétences, l'écriture, qui se recoupe dans nos deux professions. On va dire que tout ce qui va être domaine de la rééducation va être en commun, même si on va avoir des postulats théoriques un peu différents. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup sur le psychomotricien, sur ce couplage entre la motricité, l'affectivité, c'est-à-dire qu'au niveau motivation, au niveau confiance en soi, on est dans le domaine un peu plus psycho que l'ergo. Et l'ergo, lui, va être très fonctionnel, c'est-à-dire qu'il va être à chercher à rendre l'écriture fonctionnelle. Et donc, lui, il va peut-être utiliser aussi plus d'outils palliatifs, donc comme l'outil informatique. C'est-à-dire que si vraiment l'écriture manuelle ne peut pas répondre aux exigences et entrave la scolarité notamment, on va se réorienter vers un ergothérapeute qui, lui, va proposer cet outil palliatif qui est l'informatique. Merci beaucoup, Juliette Martin, d'être venue sur le plateau du Grand JT, psychomotricienne. Et je rappelle surtout le titre de votre livre, excellent livre, Rééduquer les troubles de l'écriture. Ce n'est pas perdu, sachez-le. Voilà, vous pouvez avoir tout un tas de bonnes idées, de remèdes, d'exercices à faire. C'est paru aux éditions de Tom Pouce. Et puis, sinon, vous contactez Juliette Martin, tout simplement, vous aurez toutes les infos. Merci à vous d'être venue dans le Grand JT. On va tout de suite retrouver Louisa pour sa chronique.
Louisa, dans votre chronique, vous nous parlez du biopic Lee Miller qui vient de sortir en salle et qui raconte la vie de Lee Miller, l'une des plus grandes, les plus premières, en tout cas, photographes de guerre. Alors si vous aimez l'histoire, le journalisme, la photographie et les histoires incroyables, alors vous risquez de passer un bon moment. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie extraordinaire de l'américaine Lee Miller, pionnière dans le photojournalisme qui n'a jamais hésité à combattre le sexisme avec pour seul objectif montrer la vérité au monde. Mais avant cela, je vous propose que l'on regarde un extrait de la bande-annonce. Vous devez être Lee Miller. Les tout court suffira. Nous n'envoyons pas les femmes sur le front. C'est un problème, parce que je suis ici. Bienvenue chez Vogue. Je crois que c'est à vous qu'on s'adresse pour un emploi. Oui, c'est exact. J'ai vu votre travail, vous savez. Vous êtes très impressionnante. Vous n'aimez pas ceux qui vous contestent. Surtout quand vous savez que vous avez tort. Vous avez des secrets que vous ne confierez jamais. Je n'ai jamais tort, moi. C'est arrivé petit à petit. Et à la fois très vite. L'Europe était en guerre. Aucune habilitation ne sera délivrée aux femmes. Tout ce que je veux, c'est faire ma part. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire? Je pars pour le fond. On se met en route? Je ne m'attendais pas à entendre ça. Ce biopic de Lee Miller, réalisé par Hélène Curas, incarné par la célèbre Kate Winslet, est sorti en salle ce mercredi. La réalisatrice a décidé de mettre en scène une partie de la vie de Lee Miller, à savoir sa carrière de photographe durant la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, vous allez nous parler forcément de cette fameuse Lee Miller qui semble être une force de la nature. Et oui, car Lee Miller ressemble très fortement à Kate Winslet que l'on a pu voir dans la bande-annonce. Blonde, cheveux soyeux, petit nez, lèvres pulpeuses, des yeux qui transpercent la caméra et un air désinvolte d'après la réalisatrice. Présentée sur Internet comme ancienne mannequin pour le magazine Vogue, muse du peintre Man Ray ou encore actrice pour Cocteau, je vous propose une toute autre lecture. Elizabeth Lee Miller, mannequin, photographe de mode, d'art avant de devenir photographe de guerre, a marqué l'histoire du photojournalisme par son style brut, authentique, esthétique et une vision artistique. J'ai eu l'occasion de voir ce film saisissant, émouvant, poétique, parfois glaçant, mais une phrase a retenu mon attention et semble qualifier ce film. Même quand je voulais détourner le regard, c'était impossible. Ce qui est passionnant à travers ce film, c'est qu'il prouve que l'on peut raconter une vie à partir d'images, bref, la magie du journalisme et du cinéma combinés. Kate Winslet, l'actrice principale mais aussi productrice, a raconté tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer afin de produire ce film, en cause principalement le sexisme et à la question de la lassitude d'incarner des femmes fortes. Eh bien, voici ce qu'elle a répondu au micro de Matteo Mastreassi sur France Info. Oui, toutes les femmes sont des personnages forts, mais on n'a pas assez de films faits sur elles. Donc non, je n'en ai pas marre de parler de personnages féminins forts, parce que c'est très important, surtout dans le cas de Lee Miller, qui est désormais une des femmes les plus importantes de l'histoire. Je considère que ce qu'elle a fait, comment elle a mené sa vie, et comment elle a redéfini la féminité avec sa résilience et son courage, mais aussi avec force et compassion, elle l'a fait il y a 80 ans. Voir ça aujourd'hui sur écran, raconter son histoire, ça me paraît crucial pour le public d'aujourd'hui. Elle était très contemporaine pour son temps. Une des femmes les plus importantes de l'histoire, dit Kate Winslet. Alors en quoi elle a marqué, elle a changé l'histoire, cette fameuse Lee Miller? Eh bien, Lee Miller, en 1944, a rejoint l'armée américaine en France et en Europe en tant que correspondante pour le magazine Vogue britannique. Contexte, entre deux guerres, champs de bataille, ravage du nazisme, aucune chance de faire sa place en tant que femme. Pourtant, Lee Miller décida de balayer les clichés du genre avec pour seul objectif faire la lumière sur les camps de concentration nazis, la chute du mur de Berlin, le débarquement de Normandie ou encore la libération de Paris. Tant d'images immensément importantes afin de documenter, montrer et rapporter la vérité. Mais son style vient bousculer le photojournalisme car son œil de femme vient capturer des détails jusqu'ici ignorés et que l'on voit très bien dans le film, comme des sous-vêtements, des chaussures, des regards d'enfants ou encore les premiers corps des camps. Elle raconte ce que le monde ne voit pas et met en lumière les femmes sur le front.
Alors, grâce à quel genre de photographie doit-elle sa renommée, Lee Miller? Alors, Virginie, je vais vous en décrire une. Imaginez une petite salle de bain, Lee Miller dans la baignoire, assise, se tenant les genoux et un cliché de profil. Eh bien, c'est sa photo la plus célèbre. C'est à Munich, dans la salle de bain d'Hitler, qu'elle a immortalisé cet instant. Cliché marquant de la fin de la guerre, un acte de protestation envers le régime nazi. On y voit le tapis de bain souillé de terre, de boue, par ses bottes juste posées dessus, alors qu'elle revenait de camps de concentration. Mais c'est aussi empreint de surréalisme ou comment montrer la normalité dans cet environnement irréaliste. D'autres œuvres également sont à son effigie, des images des camps de Dachau, de Leipzig, où elle offre un nouveau cadre, zoom sur des détails et offre des photographies brutes et des scènes édifiantes. Elisabeth Lee Miller a prouvé que les femmes pouvaient aussi raconter des histoires et être plus proches du réel. Elle nous a quittés en juillet 1977 et a laissé derrière elle plus de 60 000 photographies découvertes bien plus tard par son fils. Et cela m'a fait penser à un podcast que j'ai récemment écouté sur France Inter dans Affaires sensibles, podcast dédié à André Violis, pionnière dans le photojournalisme d'investigation du XXe siècle, une autre femme oubliée, mais bonne nouvelle, on peut toujours se rattraper. Et concernant Lee Miller, une exposition est à retrouver, consacrée à celle-ci jusqu'au 3 novembre, à la chapelle de la Victoire de Saint-Malo. Voilà, Saint-Malo, donc chapelle de la Victoire jusqu'au 3 novembre, l'exposition sur Lee Miller. Merci beaucoup, merci. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Marie et les œufs en neige, si je file la métaphore, c'est un peu l'histoire d'un accouchement. Alors pas d'un vrai, ça sera peut-être pour plus tard, mais l'accouchement en tout cas d'un désir, celui du désir d'enfant, parce qu'au fond c'est vraiment le cœur et le fil conducteur de ce récit qui est à la fois instructif, drôle, touchant, un journal intime sous forme audio. On va essayer de retracer le parcours sans reprendre les épisodes forcément les uns après les autres, dire quand même que ce désir, il se construit autour d'un fil rouge, le parcours qui permet de conserver ses ovocytes. Oui, parcours que j'ai entrepris moi, mais pas hyper simplement. Enfin, je me suis retrouvée un jour à 35 ans célibataire et sans enfant, j'ai paniqué. Et vous l'avez fait savoir autour de vous? Je l'ai fait savoir autour de moi, j'avais pas le choix parce que je pleurais tout le temps, il fallait bien que j'explique pourquoi. J'étais paniquée. On m'a très vite parlé de la congélation des ovocytes, des amis médecins plutôt, qui étaient plus au courant du fait que ça commençait à être facile en France. Enfin, facile. On va voir que pas vraiment, mais bref. Mais en tout cas, autorisé et gratuit, dans une certaine limite d'âge. Mais c'est pareil, on peut y en venir. Et donc, j'ai décidé de le faire, mais c'était compliqué pour moi de me lancer dans cette démarche sans savoir exactement pourquoi je le faisais. Parce que tout d'un coup, je me suis demandé, pas tellement si je voulais des enfants, parce que c'était un peu une non-question, mais comment savoir si vraiment j'en voulais ou pourquoi j'en voulais. Et du coup, j'ai demandé autour de moi pourquoi les gens en voulaient. Et c'est devenu vachement intéressant. Et c'est devenu vachement intéressant. Et vous l'avez fait avec un micro quand même, c'est pas non plus super naturel. Voilà, j'ai commencé sans le micro. Et après, je me suis dit, mais c'est intéressant. Il y a matière à podcast. Il y a matière à... Au départ, je voulais faire je voulais faire un documentaire sur pourquoi on fait les enfants. Et puis c'est devenu un documentaire sur moi qui congèle mes ovocytes. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette application, dans leur offre? Eh bien, comme l'a dit Alexandre, du coup, en 2 mots, effectivement, c'est le TikTok de l'éducation. Donc, il y a le côté parler, en fait, au jeune public, s'adapter à leurs habitudes et non plus se concentrer pour l'éducation sur ce qu'on a traditionnellement. Donc, on a, effectivement, avec ce côté TikTok, la viralité, des vidéos très courtes. On a aussi accès à ce qu'ils appellent des capsules, qui sont des cours un petit peu plus longs, d'une dizaine de minutes. Donc, c'est un petit peu un mix de tout ça qui permet, effectivement, de séduire le jeune public. On a aussi le côté un petit peu social de cette plateforme, puisque en fait, ils interagissent entre pairs, même si effectivement, parce que oui, il faut le préciser, en fait, les vidéos peuvent être à la fois créées par les étudiants eux-mêmes et aussi également par des professeurs ou des étudiants en études supérieures. Mais du coup, il y a cette reconnaissance en fait entre pairs, de pouvoir parler entre étudiants, pouvoir expliquer un concept à une personne de son âge avec ses mots. Et je pense que c'est ce qui fait le succès quand même de cette application. Pourquoi est-ce si important pour vous de promouvoir le français comme langue maternelle ? Alors, d'une manière générale, je vais remarquer, alors déjà chez moi, mais chez les autres aussi, que les Français sont très attachés à leur langue et à leur culture. C'est pas le cas de tous les pays, de toutes les
peuple, finalement. Ouais. Et c'est vrai que c'est très, très frustrant quand vous avez des enfants qui grandissent, vous leur parlez français, mais ils sont tellement exposés à la langue du pays. Alors, moi, dans mon cas, comment ça se passe pour vous en Allemagne? Voilà, exactement. Donc, mes filles, maintenant, elles sont adultes, mais quand elles étaient enfants, dès le moment où elles se sont retrouvées à l'école. Copains, copines à l'école, immersion totale. Tout l'entourage, les voisins. Parce qu'elles sont nées en Allemagne. Elles sont nées en Allemagne. Mon mari est allemand, donc nous, on est une famille flamme typique, en fait, binationale, avec un conjoint qui parle, qui baragouine le français, mais pas assez pour la communication. Donc la langue familiale, c'est l'allemand. Et petit à petit, les enfants, ils comprennent cette langue. Vous pouvez leur dire n'importe quoi en français. Quand elles étaient petites, elles comprenaient tout, elles agissaient. Mais elles perdaient l'habitude de le parler. Et donc, quand on ne parle pas une langue, eh bien, elle ne se développe pas. Elle devient passive et ça devient de plus en plus difficile. L'enfant se retrouve dans une situation un petit peu d'infériorité linguistique. Ben, il a plus envie de le parler. Et puis, en plus, il se dit, mais pourquoi maman, elle comprend l'allemand. Pourquoi Un enfant ne parle pas une langue pour le plaisir de parler une langue ou parce que ça va lui servir quand il sera grand. Hein, il veut communiquer. La langue, c'est un vecteur de communication. Et donc, le principe des associations flammes, c'est de les mettre une fois par semaine dans un groupe d'enfants. Alors déjà, ils se rendent compte, mais je ne suis pas tout seul dans cette situation. Il y a d'autres enfants. Et là, on a des intervenants, des enseignants, des animateurs, des animatrices qui vont les faire, alors selon l'âge évidemment, jouer, lire des histoires, chanter. L'horloge biologique, en fait, elle est un petit peu plus sympa que l'horloge de la loi de 2021 parce que 37 ans la limite d'âge. 37 ans, date anniversaire. C'est pas la fin des 37 ans. En fait, c'est 36 plus 1, quoi. Exactement. Donc, il faut quand même se dépêcher. Et là, vous vous rendez compte, quand vous commencez la démarche, vous avez 35 ans, vous dites tranquille, j'ai le temps. J'ai le temps, mais en fait, non, parce qu'à Paris, j'ai écrit à tous les... On appelle ça des sécos. C'est ça, les bien nommés. Les bien nommés. Pardon. Et oui, ils ont été très secs avec moi. Quoi que non, ils m'ont dit qu'ils étaient bien désolés, mais ils pouvaient pas me recevoir à temps. Et donc, c'était trop tard pour moi. À Paris, je pouvais pas. Voilà. Parce qu'il y avait, alors je me suis documenté aussi après vous avoir lu, il y avait 33 sécos en 2021. Oui. Et il y en a toujours 33. Donc, ils ont pas un peu plus maintenant. Il y en a un peu plus maintenant. Et ils prévoient d'en ouvrir encore plein. Mais il vaut mieux parce que alors c'est x8 la demande depuis 2021. Non, oui, c'est terrible. Et il y a des délais. Voilà, moi c'était plus d'1 an et demi et maintenant c'est 2 ans ou plus. Et j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui m'avaient écouté et qui s'y étaient prises à peu près au même âge et pour qui c'était trop tard. Voilà. C'est ça. Donc après, il y a toujours ce que faisaient les femmes avant, d'aller à l'étranger en payant, etc. Mais c'est pas le même. Précision utile parce qu'en France c'est gratuit sauf 40 € par an. Pour conserver, une fois jusqu'à ce qu'on s'en serve ou pas, mais oui, pour les garder au frais, il faut payer. Tout le reste est pris en charge. Complètement. Et effectivement, je crois que 65% des femmes ayant entre 35 et 37 ans font partie des femmes qui se dirigent vers cette démarche. Donc avec cette affaire de disponibilité, d'accessibilité, elle est fondamentale. Paris compliqué, vous décidez donc de le faire à Angers. Oui, parce que mes parents habitent à côté. Et donc j'avais le moyen d'être logée, parce qu'il y a aussi ça, sinon ça devient compliqué. Et là, j'ai eu de la place plus rapidement, donc ça marchait bien. 6 millions de dollars pour Revise, c'est quand même énorme. Quels sont les facteurs clés qui, selon vous, Alexandre, poussent les investisseurs à s'intéresser de plus en plus au domaine de la high-tech, même si on va voir que ce n'est pas toujours facile? Ce qu'il faut voir, d'un point de vue plus large, c'est que les élèves de plus en plus jeunes sont sur leur téléphone pas mal de temps pendant la journée. Donc il y a une réelle recherche de comment rendre ce temps-là efficient, donc efficace pour eux, pour leur permettre à la fois de se divertir et d'apprendre. C'est là où Revise arrive et dit ok, on va prendre les codes des réseaux sociaux classiques, en l'occurrence TikTok, et on va essayer de faire en sorte que ils s'amusent un minimum tout en gardant à l'idée d'apprendre et de réviser leurs cours. Ça a été fait auparavant avec des applications qui essayaient de faire des chansons ou autres, ou du rap, ou ces trucs comme ça, mais c'était beaucoup plus add-on, c'est-à-dire un étudiant venait réviser peut-être une leçon de temps en temps. Ce qu'ils cherchent, eux, c'est de la viralité, donc c'est le fait de revenir tout le temps sur l'application et d'être quelque part addict un peu à cette application, mais après ils sont partis d'un algorithme qui fonctionne en tout cas. Exactement, et en tant que parent, je pense qu'on préfère que son enfant soit addict entre guillemets à Revise qu'à TikTok ou qu'à Instagram. Donc le sujet est hyper intéressant et on va voir si ça prend en tout cas. On a dit objectifs multiples effectivement pour ce rendez-vous à Paris. C'est horizon 2030.
Qu'est-ce qu'on va Alors, attendre? l'horizon 2030, c'était il y avait deux petits... Il y a un clin d'œil. Parce que c'est demain. Hein. C'est demain, oui. Parce qu'en fait, il y a un plan qui a été fixé par le président de la République en 2018, de doubler les effectifs des enfants qui sont scolarisés dans les réseaux français à l'étranger. Alors nous, on n'est pas concernés, les flammes, évidemment, puisqu'on n'est pas scolaire. Mais on s'est dit, nous aussi, qu'est-ce qu'on a comme pour objectif de 2030? Et nous avons effectivement un objectif de développement aussi. Et le deuxième point sur 2030, ce sont les objectifs de développement durable, Agenda 2030 de l'ONU. Et notamment, je crois que c'est la résolution ou l'ODD numéro 4, qui promet une éducation de qualité gratuite pour tous tout au long de la vie. Alors, gratuit, c'est irréaliste, mais une des missions et un des objectifs de presque toutes les flammes dans le monde, c'est d'être accessible financièrement à tout le monde. Donc des tarifs bas, beaucoup de bénévolat forcément, parce qu'il faut compenser. Et ça devient... Donc c'est pour ça que ça va être également un gros sujet pour cette rencontre, parce que ça devient de plus en plus difficile. L'accès, je le disais en introduction. Exactement. Et puis, on estime que c'est 2 enfants français sur 3 qui n'a pas accès à l'enseignement du français étranger. C'est ce qu'on estime. Voilà. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Louisa pour le JT et pour la chronique. On vous retrouve bientôt. La semaine prochaine. Et ben voilà, évidemment. La réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le son, c'est Alexis Oustabassidis. Le maquillage, Coralie Roulet. Et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. Ciao.